Voilà, Monsieur le Président de l'Académie, cher François, Monsieur le Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, merci beaucoup pour votre présence, Monsieur l'administrateur du Collège Belgique, et puis vous toutes et vous tous, chers amis, bienvenue. Je voudrais aussi saluer dans la salle tous les représentants de nos nouveaux partenaires ou de nos partenaires d'il y a déjà quelques années, l'IRSD de l'École royale militaire, le CAFMA à Namur, la Maison Anon, et la ville de Bruxelles, bien évidemment, ou encore l'Alliance française et l'Observatoire royal qui, je vous le rappelle, a été fondé par Adolphe Quetelet, un des premiers, disons, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Donc, à vous toutes et à vous tous, bienvenue au Palais des Académies pour une conférence qui s'annonce, qui s'est annoncée de manière anxiogène, comme l'avouait son auteur, mais qui, je vous assure, se terminera très bien. Voilà, j'ai le plaisir de céder immédiatement la parole à la présidente du Collège Belgique, notre consoeur Claude Tomberg. Monsieur le Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mon général, messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le Président de l'Académie royale de Belgique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers auditeurs et chères auditrices du Collège Belgique, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette séance d'ouverture de la 18e session annuelle du Collège Belgique. Le Collège Belgique est devenu un acteur incontournable du paysage culturel francophone. L'année dernière, ce sont plus de 10 000 participants qui ont assisté aux cours-conférences. Ce succès est étroitement lié aux objectifs du Collège Belgique, rendre accessibles des savoirs pointus, habituellement confinés dans les milieux académiques, et permettre à des citoyens curieux d'approfondir leur compréhension de sujets complexes en dialogue avec des spécialistes. Le Collège Belgique permet également d'ouvrir de nouveaux horizons en présentant les avancées les plus récentes de la science et des technologies et en discutant des développements futurs dans un esprit de liberté intellectuelle, d'ouverture, de rigueur et de bienveillance. Cet équilibre parfois délicat, mais toujours nécessaire. C'est précisément avec cette exigence intellectuelle que le Collège Belgique proposera encore cette année de nombreux cours-conférences sur des thèmes variés dispensés à Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Arlon, Paris, Londres et Rome. Également un colloque en hommage au compositeur et membre de l'Académie Philippe Bousmans. Une journée d'études sera organisée sur les nouvelles figures de l'acteur à l'ère des révolutions technologiques. Le Collège Belgique organise également différents cycles de cours-conférences. Le cycle Justice en vérité, qui s'intéresse aux préoccupations du monde judiciaire en collaboration avec le barreau de Bruxelles. Le cycle RefLex, organisé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, interroge notre démocratie et ses enjeux. Le cycle Créacité mène des réflexions sur des enjeux de la culture à Bruxelles. Des cycles porteront également sur la Belgique et l'Europe face aux risques de conflit, particulièrement d'actualité, malheureusement. La toponymie bruxelloise, l'accord de Paris sur le climat, bilan et perspective 10 ans plus tard. Les opportunités et risques que les technologies de l'intelligence artificielle font peser sur la vie privée, la protection du citoyen et la démocratie. Et enfin, un cycle consacré aux mécanismes cérébraux liés aux états de conscience chez l'homme. Le Collège Belgique organise également différentes chaires, dont la chaire du Québec, en partenariat avec la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Et cette année, 2 cours-conférences seront consacrés à la maladie d'Alzheimer. La chaire des mondes baroques, en partenariat avec le Centre d'art vocal et de musique ancienne et le Grand Manège à Namur. Et cette année, la chaire sera consacrée à Rameau et à la révolution de l'opéra français.
La chaire des mondes francophones, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, s'intéressera cette année à la résistance aux antibiotiques. La chaire Jomot, dédiée aux nouvelles technologies et aux sciences de l'ingénierie, s'intéressera à l'aviation durable. Et donc, des conférences-concerts sont également organisées où l'exposé scientifique sera accompagné de pièces musicales illustrant le propos. Et je ne peux que vous inviter à parcourir le programme pour en découvrir toute la richesse. Permettez-moi de vous rappeler que l'accès à toutes les activités est gratuit. Et pour ceux qui n'ont pas pu y assister, tous les cours-conférences peuvent être réécoutés ou revus sur la chaîne YouTube de l'Académie. L'organisation de ces très nombreuses activités représente une très grande charge de travail et permettez-moi de remercier en notre nom à tous le professeur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, le professeur Jean Leclerc, administrateur délégué du Collège Belgique, ainsi que toute l'équipe, Louis Morès, Quentin Réuny et notre nouveau collaborateur, Dorian Buchan-Sanchez. Je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique qui assurent la programmation des activités et qui associent l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, l'Académie royale de médecine de Belgique et l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Et la collaboration conjointe des académies permet d'assurer la diversité des thématiques représentées. Chers confrères, chers consorts, merci pour votre implication dans les activités du Collège Belgique. Merci également à tous nos partenaires, Monsieur Denis Maten, gouverneur de la province de Namur, Monsieur Olivier Schmitz, gouverneur de la province du Luxembourg, Monsieur Tommy Leclerc, gouverneur de la province du Hainaut, la SBL Le Grand Liège et sa présidente Madame Marie-Christine Van Bockestal, le Palais des Beaux-Arts de Charleroi et sa directrice générale, Madame Marie Noble, l'Institut Royal Supérieur de la Défense et le commandant Estelle Orings, le Centre d'art vocal et de musique ancienne et son président, Monsieur Ali Serguini, la maison Anon et son conservateur, M. Grégory Van Albroek, le département de la culture de la ville de Bruxelles et sa directrice, Mme Anne van den Bulck, l'Alliance française et sa directrice, Mme Violaine Dupic, ainsi que l'Observatoire royal dont nous serons partenaires du bicentenaire avec un cycle programmé en décembre prochain. Et nos remerciements vont également à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au FNRS et à la Loterie nationale. Toutes ces collaborations sont autant d'invitations au voyage intellectuel et autant d'occasions de faire vivre cette ambition qui est la nôtre, permettre à la connaissance de circuler, d'éclairer et de nourrir le regard que nous portons sur le monde et sur nous-mêmes. Chers auditeurs et auditrices du Collège Belgique, au nom de toute l'équipe du Collège Belgique, nous vous souhaitons une excellente année 2026. C'est un honneur, cher Patrick Boucheron, de vous accueillir pour la 3e fois au Collège Belgique. Mais faut-il encore vous présenter à ce public? Pour ceux qui se soucient de la trace et de l'aura, votre parcours parle de lui-même. Parisien, né en 1965, vous avez fréquenté le lycée Henri IV avant de préparer l'agrégation d'histoire à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Cette institution qui, depuis Jules Ferry, forme ceux qui formeront à leur tour. Votre doctorat en histoire médiévale, soutenu en 1994, sous la direction de Pierre Toubert, votre prédécesseur au Collège de France, vous a conduit dans l'Italie des XIVe et XVe siècles. Dès lors, votre cheminement d'historien alliait la politique, le pouvoir de bâtir et les architectures mentales et matérielles des cités renaissantes. C'est tout naturellement que ces recherches vous ont mené en 2015 au Collège de France, où vous occupez la chaire statutaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle. À Saint-Cloud, vous aviez appris à conjuguer les lettres et l'histoire. Vous restez soucieux de ce que peut l'histoire,
une analyse rigoureuse fondée sur les faits, mais aussi un spectacle, une vue d'ensemble offerte au regard du public. Les angles de vue, les perspectives occupent une place centrale dans votre œuvre. Qu'il s'agisse de l'histoire du monde au XVe siècle en 2009, ou de l'histoire mondiale de la France que vous avez dirigée en 2017, vous bousculez les récits établis. Votre livre interrogeait le roman national, cette histoire narrative et idéalisée des nations. Un terrain brûlant, alors que la question des migrations et de l'identité nationale, relancée 10 ans plus tôt par Nicolas Sarkozy, divisait encore les esprits. Divisait encore et toujours les esprits. Face aux extrêmes qui réduisent l'histoire à une cause unique, vous préférez en révéler la richesse infinie. Métissage, croisement culturel, complexité des faits et des gestes. Vous vous faites metteur en scène d'une histoire vivante, dérangeante pour ceux qui voudraient la figer. Prenez Marie-Antoinette, spectatrice imaginaire du défilé des Jeux Olympiques de Paris. Portant sa tête entre les mains depuis une fenêtre de la conciergerie. Faut-il y voir un blasphème? Ou plutôt, comme l'aurait décrit Jules Michelet, les multiples visages d'une même image. Saint-Denis, évêque céphalophore, portant sa tête de Montmartre à sa basilique, et la reine décapitée, rendue muette, tandis que le peuple de Paris s'égosille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, et nous chanterons l'Alléluia. Revenons à Namur, le 16 janvier 2019. Ce soir-là, nous échangions sur le thème de votre prochain cycle triennal d'enseignement, la peste noire du XIVe siècle. Un an plus tard, presque jour pour jour, le 10 mars 2020, vous intituliez la dernière leçon du triennat précédent « Le regard de la recluse ». 2 jours après, la France et la Belgique entraient dans ce qu'on appellerait bientôt le grand confinement. Il est des événements que la postérité qualifie de grands. Peut-être parce qu'ils semblent surgir inopinés, brutalement, alors qu'en réalité, comme vous l'écrivez, ils ont toujours déjà commencé. En juin 1585, la peste ravageait Bordeaux. 5 ans plus tôt, Montaigne notait dans les Essais « Comme je ne lis guère, est-ce histoire ? Ces confusions des autres États, sans regret de ne les avoir pu mieux considérer présents. Ainsi fait ma curiosité, de voir de mes yeux ce notable spectacle de notre mort publique, ses symptômes et sa forme. Et puisque je ne la saurais retarder, suis content d'être destiné à y assister et m'en instruire. Cher Patrick Boucheron, nous sommes impatients de vous entendre nous parler de ce notable spectacle de notre mort publique qui, en 1347, saisit l'Europe et le monde. Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs, au titre et fonctions, chers collègues, chers amis, je crois que vous ne connaissez pas le plaisir
de vous faire présenter par Jean-Pierre Devroy pour la deuxième fois, d'une autre manière, mais avec la même égalité de bienveillance et d'acribie, cette manière si singulière que j'ai ici avec vous d'être, de se sentir accueilli et compris. Et je vous en remercie infiniment. C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous ce soir. Un honneur parce que, en effet, les relations entre le Collège Belgique et le Collège de France, que je n'aurai pas l'outrecuidance de représenter ici, mais enfin qui m'accueille là-bas, sont anciennes, précieuses, et pour nous fondamentales pour saisir, vous l'avez dit, cette capacité qui nous rassemble et qui, je crois, nous anime et nous entraîne de mettre la science devant la société, avec toutes ces difficultés. Et avec aussi cette certitude qu'on ne renforce pas le discours de vérité de l'histoire. C'est le discours savant que je défends, mais c'est vrai pour les autres. On ne défend pas le régime de vérité d'une science autrement qu'en en affichant avec suffisamment de franchise, de sincérité et de probité les incertitudes, les doutes, la méthode par laquelle, au fond, on raconte une histoire et on se raconte aussi en train de la raconter et peut-être même d'avoir du mal à la raconter. L'histoire de la peste noire, j'ai eu du mal à la raconter. J'ai cru à un moment donné d'ailleurs que je n'y parviendrais pas et c'est pour moi effectivement un plaisir très intense de parler pour la première fois aujourd'hui, devant vous, d'un livre qui s'appelle Peste Noire, qui va bientôt paraître, enfin qui est déjà imprimé, mais qui sera dans les librairies la semaine prochaine, et qui est issu en effet d'un cours professé en 2020-2021 au Collège de France sur le même sujet. Première année s'appelait La peste noire. La deuxième année, après la peste noire. Je m'étonne encore de la simplicité de ces titres, moi qui ai plutôt des habitudes plus contournées. Mais il y avait quand même quelque chose d'inévitablement brutal dans, vous l'avez dit, cher Jean-Pierre, la confrontation avec la mort de masse et cette inquiétude pour moi qui m'avait amené à ce sujet et qui m'y avait amené au fond à un moment froid de notre histoire épidémique, c'est-à-dire dans les années 2017-18, quand je commence à travailler ce sujet. Je commence à le travailler parce que je m'étonne de son inactualité historiographique. Je n'y dis pas qu'on n'en parlait pas, mes maîtres à Saint-Cloud et ailleurs, Jean-Louis Biget notamment, m'avaient appris le Moyen-Âge en me racontant la peste noire. Mais cette peste, dans les livres, quand on y songe, comment est-elle présentée? Comme un contexte, comme un moment, comme une conjoncture, comme un chrononyme. C'était au temps de la peste noire, des sociétés de peste, mais jamais véritablement comme un événement de longue durée, certes, mais un événement qui, avec le tranchant, la brusquerie efficace d'un événement, cisaillerait le temps et le détacherait nettement d'un avant et d'un après. Et je m'étonnais, en somme, que cet événement monstre de 1347 à 1352, c'est-à-dire dans le moment paroxystique de ce qu'on appelle la seconde pandémie de peste en Europe, on estime aujourd'hui qu'entre 60 et 65% de la population meurt. Imaginez. En 5 ans, 2 personnes sur 3. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais l'historiographie de ce point de vue ne cesse de réévaluer à la hausse le bilan humain.
alors c'est sans conteste la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Et nous racontons l'histoire comme si, au fond, elle était, je le répète, une conjoncture, une période, un contexte, mais pas un événement qui, d'une certaine manière, dirait avec certitude et netteté qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Alors je m'en étonnais. Et j'avais donc choisi ce sujet pour son inactualité, en tant, oui Jean-Pierre, que historien des pouvoirs, et avec au fond une petite intrigue, ou en tout cas une petite énigme à démêler, pourquoi une cause aussi énorme avait eu des conséquences aussi différées, feutrées, amorties, mais en tout cas, assurément pas une grande mutation politique majeure qui fait que pour nous, évidemment, il y a le monde d'avant et le monde d'après. Non. Après la peste noire, une fois que les sociétés ont repris pied dans la stabilité, j'en parlerai, on obéit aux mêmes lois, on croit au même Dieu, on révère le même roi. Et ça, il y avait lieu de s'en étonner, tant il est vrai que pour moi, l'exercice de l'histoire consiste à déplacer le champ de l'étonnement. Il y a des choses, au fond, dont on s'émerveille et qui peuvent être expliquées simplement, mais l'inverse est vrai. C'est sans doute ce que je disais en janvier 2019, quand vous me demandiez ce que j'allais faire comme cours l'année d'après. Moi, j'ai dit, la peste noire. Et voilà que cet événement du passé était fracassé par une hantise du présent et que, un an après, lorsque je faisais cours au Collège de France, c'était devant un amphithéâtre dépeuplé par une autre épidémie, l'épidémie de Covid. Celle-là, d'ailleurs, que Guillaume Bresson, vous ne le voyez pas très bien, mais qui est un peintre d'aujourd'hui, a représenté dans cette œuvre sans titre, en 2023, des hommes qui tombent. Lorsqu'on la voit de loin, on peut croire que c'est un tableau ancien qui a été peint par un Caravagesque, et lorsqu'on s'approche, on voit que ceux qui tombent ont des jeans, sont habillés comme nous aujourd'hui, et cette capacité, au fond, à s'y reconnaître, à s'y retrouver en s'approchant d'une image, c'est quelque chose qui m'a semblé intéressant à saisir. Et donc cette question du changement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre 1347 et 1353 pour saisir le début, la phase paroxystique de la peste noire ? Qu'est-ce qui, au fond, peut nous faire comprendre ce que c'est que non seulement un événement qui modifie le temps, mais au fond qui le défait, c'est-à-dire qui change l'idée même de temporalité. Je prends un exemple, un peu loin de chez nous, pour rappeler que cette histoire sera aussi une histoire mondiale d'un événement de longue durée. Ibn Khaldun, le grand penseur de l'universalité de l'histoire, dans sa Muqaddimah, c'est-à-dire son introduction à l'histoire universelle, décrit ce que c'est que l'irruption de la mort dans une vie. Nous sommes en 1347, il a 16 ans, il étudie la philosophie à Tunis quand la peste dévaste la ville. Et alors elle tue sa mère, puis son père, puis toute sa famille, puis ses amis, puis presque tous ses professeurs. La peste, ou plutôt ce qu'il appelle le grand anéantissement, al-Fana al-Kabir. Ce qu'il voit n'a pas de nom, n'est rien d'autre que ceci qui, en masse et indifféremment,
C'est ça qui va terrifier dans la peste noire, c'est qu'elle tue autant les hommes que les femmes, les riches que les pauvres, les vieux que les jeunes. C'est la mort de masse. Dans les sources latines, le mot le plus courant pour dire cette mort qui vient, c'est celui de mortalitas. Parce que n'oublions jamais, et c'est cela effectivement qui sera peut-être l'angle de mon discours, que les femmes et les hommes dont je vais parler mourraient d'une maladie mortelle qu'ils ont tout de suite perçue comme universelle et qui croient nouvelle. Nous savons aujourd'hui que c'est une maladie qui avait déjà frappé l'Occident, et pas seulement, la peste dite justinienne et qui s'était éteinte en 751. Mais de 751 à 1347, il y a presque 600 ans, autant dire un abîme du temps. Donc, c'est une histoire qui ne recommence pas. C'est une histoire qui recommence pour nous. Pour elle, elle arrive sans que rien ne puisse en être dit. Et pour dire cette mortalité nouvelle, ils utilisent un mot ancien, pestis. Pestis, en latin, ne dit rien d'autre qu'une maladie si terrible, si effrayante, si incontrôlable qu'on ne peut rien en dire. Aujourd'hui, pour nous, ça a un sens très précis. La peste, c'est la maladie infectieuse suscitée par un agent pathogène inventé, découvert par un pasteurien, Alexandre Yersin, à Hong Kong en 1894 et qui porte son nom, Yersinia pestis. Mais pour les femmes et les hommes du XIVe siècle, ce n'est rien d'autre qu'une pestis, c'est-à-dire en somme, un mot ancien qui dit un mot, M-A-U-X, nouveau, dont ils savent d'ores et déjà qu'il outrepasse leur capacité à le dire, le comprendre et le supporter. Ce fait de langue nous amène à comprendre que désormais, lorsque je dirai peste, il faudra comprendre la maladie que l'on nomme aujourd'hui Yersinia pestis depuis qu'Alexandre Yersin en a découvert le bacille à Hong Kong en 1896. Ce qui fait que, en réalité, si je dis, puisque c'est la question que je vais poser, quand la peste a commencé, sur le plan scientifique, du point de vue épistémologique, la naissance de la peste n'est pas antérieure à cette date. Elle naît scientifiquement sous le microscope de ce médecin pasteurien dans cette paillote. Elle naît de ce jour où elle fut vue, où elle fut nommée, où elle fut présentée au monde. Elle naît, la peste des modernes, car il me faudra à présent parler du même ton de la pestis des anciens et de Yersinia pestis des modernes. Elle naît dans un contexte colonial, évidemment. Parce que si Alexandre Yersin est à Hong Kong à ce moment-là, c'est parce que une maladie qu'on appelle une peste a recommencé et que on va, il est médecin des colonies, tenter de la contenir au loin pour qu'elle ne déverse pas son malheur sur l'Europe. Donc envisager cette naissance sous l'angle de l'histoire globale consisterait alors à faire le récit de la circulation de ces savoirs médicaux transnationaux en contexte colonial, car il y a Alexandre Yersin, mais il y a aussi les Japonais, les Allemands, les Brésiliens, qui luttent tous contre ce qu'ils appellent les pestes d'Orient. Et effectivement, l'acte de naissance, au fond, de la peste scientifiquement, a commencé par cet article, La peste bubonique à Hong Kong, par le docteur Yersin, dans les annales de l'Institut Pasteur, 6 pages. C'est prodigieux quand on lit ça.
D'abord, Jean-Pierre, vous parliez effectivement de narrativité. Et pour moi, cette histoire de la peste, c'est à la fois un laboratoire d'interdisciplinarité, mais aussi de narrativité, savoir comment on raconte cette histoire. En 6 pages, et dans une langue naturelle, ce qui n'est plus le cas évidemment d'un article de biologie aujourd'hui, Alexandre Yersin, eh bien, prend en écharpe tous les savoirs. C'est-à-dire avec ce style pasteurien qui tranche dans le réel et qui commence par de la géographie, qui se poursuit par l'histoire, où il y a un paragraphe d'hygiénisme, et ensuite on est dans l'épidémiologie et on prend un microscope et on va regarder ce qu'il y a dans le bulbe d'un pestiféré, on découvre le bacille et on le présente au monde. En 6 pages, tout est dit. La peste a commencé. La peste a commencé comme effectivement cette maladie que nous pouvons désormais décrire, qui est aujourd'hui une maladie que l'OMS appelle potentiellement réémergente, parce que il n'y a pas de vaccin contre la peste, il y a des antibiotiques, mais il n'y a pas de vaccin. On meurt tous les ans de la peste quelque part dans le monde, à Madagascar essentiellement, mais aussi au Pérou et toujours un peu au Canada et aux États-Unis. Donc la peste est une maladie en cours qui scientifiquement naît à ce moment-là. Bon, dit comme ça, évidemment, ça peut être inutilement paradoxal du point de vue épistémologique. Il y a un article fameux de Bruno Latour sur un moment qui est un moment, en 1976, c'est la grande exposition Ramsès. Ramsès est accueilli comme un chef d'État en France, je veux dire la momie de Ramsès, et on veut effectivement savoir de quoi il est mort, et on découvre qu'il est mort de la tuberculose. Et Paris Match, à ce moment-là, légende, cette fameuse photo où on voit la science moderne au chevet d'un malade ancien. Ramsès II tombe malade 3000 ans après sa mort. Ce qui, sur le plan épistémologique, est impeccable. Parce que, effectivement, avant, il n'était pas malade, puisqu'il n'était pas entouré de médecins. Il est mort en toussant, et nous disons aujourd'hui qu'il est mort de la tuberculose. Et toute la question, effectivement, de Bruno Latour, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire d'énoncer une phrase apparemment simple, Ramsès II est mort de la tuberculose, sachant que la tuberculose a été découverte par Robert Koch en 1882. Est-ce que c'est un même anachronisme que de dire Ramsès II est mort mitraillé par une Kalachnikov? Non, assurément. Parce que les Kalachnikovs n'existaient pas sous l'empire pharaonique. La tuberculose, oui, encore que peut-être pas dans les formes bactériologiques, biologiques qui sont les nôtres, mais elle n'était pas nommée comme telle et elle n'existait pas médicalement. Retenons en tout cas que ce que l'on peut dire scientifiquement de la deuxième pandémie de peste qui touche l'Europe de 1347 à 1720 est entièrement dépendant des connaissances biologiques et épidémiologiques que l'on a acquis lors de la troisième pandémie de peste qui commence en Asie dans les années 1860 et dans laquelle, je le répète, nous sommes toujours. Ce qui fait qu'un des livres essentiels sur le sujet de notre collègue turc Nükhet Varlik sur la peste dans l'Empire ottoman, eh bien, nous permet de comprendre ce qu'elle appelle un orientalisme épidémiologique. L'orientalisme épidémiologique, ça consiste non seulement à dire que tout fléau vient d'Asie, mais que la compréhension de ce qui se passe au loin permet d'éclairer le passé invisible de l'Europe. Donc, les Chinois, c'est nous avant. Donc, pour que s'il ne nous arrive pas ce qu'ils subissent, il faut aller là-bas pour étudier la peste
Et donc, on dit première pandémie, deuxième pandémie, troisième pandémie, mais comme toujours en histoire, l'ordre chronologique est une inversion de l'ordre historiographique réel, qui est qu'il y a eu d'abord la troisième pandémie. Et que c'est parce qu'il y a eu la troisième pandémie qu'on a compris les suivantes. Autrement dit, pour ce sujet comme pour bien d'autres, le Moyen-Âge n'est que l'ombre portée du XIXe siècle. À commencer d'ailleurs par le nom même de peste noire, qui est une invention du romantisme noir des années 1830. La peste n'est pas noire avant 1830, elle devient noire en 1830 au moment où le choléra est appelé une peur bleue. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement les cholériques deviennent bleus alors que les pestiférés ne sont pas noirs. Par conséquent, lorsque je dirais peste, il faudra tenter de se mettre en position de savoir et de ne pas savoir. De savoir ce que nous savons aujourd'hui et de se mettre à la place de celles et ceux qui n'en savaient rien, qui mouraient d'un mal qu'ils appelaient faute de mieux pestis. Alors comme c'est le même mot, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ça qui est le plus passionnant. Est-ce que je reprends ce que disait Ibn Khaldoun? Qu'est-ce qu'il dit du grand anéantissement? On eût dit un tapis qu'on avait roulé avec tout ce qui se trouvait dessous. Il faudrait donc aller voir ce qu'il y a sous le tapis, ou plus exactement ce que Henry James appelait le monde, appelait la figure dans le tapis. Et si la peste est comme un tapis qu'on aurait roulé avec tout ce qui se trouvait dessous, alors voilà la phrase clé du témoignage d'Ibn Khaldoun: le monde cultivé changea d'aspect. Ça ne veut pas dire qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après. Ça veut dire que le monde d'après, même s'il ressemble à celui d'avant, est en réalité méconnaissable. Et c'est ça qui effectivement m'intéressait le plus dans cette histoire. Parce que, par ailleurs, je ne suis ni historien de la médecine, ni historien de la démographie, et que du strict point de vue, je dirais, des connaissances empiriques, l'histoire globale de la peste noire, elle a été globalement écrite par notamment Ole Benediktov, qui est un historien norvégien dont les travaux font autorité, et cet événement effectivement considérable qui pour moi était d'une certaine manière, vous avez vu, fracassé par les hantises du présent au temps du Covid, il nous permettait au fond de comprendre ce que c'est qu'un monde qui change mais sans qu'on le comprenne, qui devienne méconnaissable, mais sans que, au fond, le monde d'après qu'on nous annonce ait lieu, parce qu'au contraire, tout ce qui se passe dans ces années 1350, eh bien, c'est une obstination des sociétés à retrouver leur état antérieur de stabilité, c'est-à-dire un accommodement. Mais si Ibn Khaldoun a raison, si le monde cultivé change d'aspect, c'est donc qu'il faut penser différemment l'idée même de changement social et peut-être même aussi de narration historique. Une chose est certaine, rares sont les sources qui témoignent directement du passage de la mort dans la société. Si je dis ça, ça va vous étonner, vous allez peut-être pas me croire, vous allez dire, ben si, Boccace, ben oui, Boccace, mais il n'y en a pas tant que ça. Des narrations sur le passage de la peste au XIVe siècle. On dira que ma remarque est fort banale. On dira avec Carlo Ginzburg que la connaissance historique est toujours indiciaire et indirecte. On dira peut-être que l'histoire des survivants des drames du XXe siècle nous ont malheureusement appris que les grandes catastrophes ne se documentent souvent que par leurs abords et que le plus noir du malheur des hommes nous est
impénétrable. Mais il faut quand même dire que du point de vue documentaire, la peste surgit dans la documentation publique de manière incidente, amortie et différée. C'est toujours après un certain moment qu'on apprend qu'il y a eu la peste, que la peste a déjà commencé. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on le dit. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les registres de notaires s'arrêtent et que une main autre reprend quelques mois après. Donc, si vous voulez, il y a très peu d'archives du manque, il y a un manque d'archives. C'est ça qui documente vraiment la catastrophe. Ça s'arrête, ça reprend, d'une autre main. Et puis ça dit quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas catastrophique. C'est pas un apitoiement. Par exemple, une des ville où ça a été le mieux étudié depuis bien longtemps, c'est la ville d'Orvieto, grâce à la thèse d'Elisabeth Carpentier, 1962. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. On est dans un moment italien, donc intensément documenté. Hein. Quelle est la première, comme si c'était un sismographe, hein, quelle est la première secousse, quel est le premier enregistrement documentaire de la peste dans les archives publiques d'Orvieto? Le 5 juillet 1348, alors que la peste produit des ravages, on le sait, depuis plus de 2 mois, s'inquiétant de la pénurie de cire, la commune réglemente le poids des cierges autorisés lors des funérailles. 4 livres pour les populares, 10 livres pour les nobles, dont le chagrin manifestement pèse davantage. Donc on apprend alors, mais comme à la dérobée, que le prix des cierges flambe, si je peux dire, parce qu'on a besoin effectivement de plus de chandelles, parce qu'il y a plus d'enterrements et donc plus de morts. Et à ce moment-là, à la fin de cette notation administrative, on apprend, je cite le document, que la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout. Alors ce motif de la mort archère, il apparaît sur l'une des très rares représentations contemporaines de l'apparition de la peste, en 1350. Très rare, parce qu'il y a peu de représentations contemporaines de l'apparition de la peste. Parce que contrairement à une idée reçue, et là encore, rares sont les images qui figurent directement les effets de la peste noire sur la société médiévale. Celle que je vous ai montrée au début n'est pas très loin d'ici, c'est dans la chronique de Gilles le Muisite, mais il y en a au fond très peu. Et au fond, fermez les yeux et essayez de penser à la peste. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez probablement une faucheuse sur son cheval décharné, le triomphe de la mort, et vous voyez probablement une danse macabre. Eh bien, ces deux motifs iconographiques par lesquels aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on voit la peste, le premier, la faucheuse, lui est légèrement antérieure. Elle date des années 1330. On la voit déjà au Camposanto de Pise. Elle est donc disponible pour représenter cette maladie nouvelle. Ce qui est extraordinaire du point de vue de l'histoire des images, c'est que on invente une image de la mort archère, de la grande faucheuse dans les années 30, qui est 1330, qui est comme en attente de ce qui va arriver. Et puis la seconde, elle, lui est plus franchement postérieure, puisqu'on ne connaît pas de danse macabre, qui est un motif littéraire avant d'être iconographique, on n'en connaît pas avant 1440. Donc, la peinture ne documente pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable, mais elle est transformée par elle. Tel est le paradoxe temporel de la peste, que l'on comprend mieux d'ailleurs en ayant vécu les débuts d'une autre épidémie, le Covid, une maladie nouvelle,
se donne à voir comme un retour de l'archaïsme le plus ancien. Et voilà où je voulais en venir. L'histoire de la peste noire est, je l'ai dit incontestablement, un laboratoire d'interdisciplinarité. Les progrès conjoints de la biologie moléculaire, de l'archéologie funéraire, des sciences de l'environnement permettent désormais de beaucoup mieux comprendre les mécanismes d'infection et de diffusion de la deuxième pandémie de peste. Et au fond, de l'analyse de l'ADN à celle du rayonnement solaire, ces savoirs nouveaux contribuent à élaborer le scénario d'ensemble de cet événement mondial. Et pourtant, ce qui me semblait tout à fait fascinant, c'est que la peste noire n'est plus du tout ce qu'elle était, pas du tout ce qu'on m'a enseigné, et en même temps, parce que l'histoire, c'est comme le disaient Marc Bloch et Lucien Febvre, l'histoire problème, c'est-à-dire qu'elle vaut davantage par la qualité des questions qu'elle pose que par les réponses qu'elle apporte, et pourtant, le socle historien de nos savoirs, voilà, des années 80, Foucault, Jean Delumeau, bon, il résiste. Tout a changé sur le plan scientifique et pourtant, le questionnaire historien demeure intangible. Et de ce point de vue, l'histoire de la peste noire apparaît comme une épreuve d'interdisciplinarité, mais aussi de narrativité. Et donc la question, c'est savoir comment on doit la raconter, à quelle hauteur, à partir du moment où il y a effectivement aujourd'hui des programmes de recherche, notamment sur la génomique, considérablement développés et précis, à quelle hauteur raconter cette histoire? Celle macroscopique du monde dans ses enveloppes atmosphériques, celle microscopique du monde, des mutations génétiques, du bacille, des biologies, de la biologie des organismes vivants. Je pourrais vous raconter l'histoire, en effet, depuis cette cuisine moléculaire de Yersinia pestis qui vient se bloquer dans la proventicule d'une puce qui l'a fait régurgiter dans le point d'inoculation son sang empoisonné. Pourrait aussi la raconter du point de vue de la radiation solaire qui change la structure environnementale et permet le saut d'espèces. J'ai choisi, parce que l'histoire est la science du malheur des hommes, comme le disait Raymond Queneau, de la prendre à mi-hauteur, c'est-à-dire depuis le point de vue des endeuillés, depuis le point de vue de ceux qui meurent, ou ceux qui survivent plus exactement ceux qui survivent. Parce que je repose encore une fois la question. La peste a commencé. Quand est-ce qu'elle commence? Après tout, je pourrais la raconter comme une expérience humaine. Comment ça commence, la peste? Par un mal de tête atroce. Puis je peux vous faire l'étiologie de la maladie et comment, au bout de 3 jours, on meurt ou non. Si c'est la peste pulmonaire, vous mourrez à tout coup, 100%. Si c'est la peste bubonique, 70%. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que 30% ne meurent pas. Et donc, sont des survivants de la peste. Ce qui veut dire surtout que nous sommes ici, toutes et tous, des survivantes et des survivants de la peste. Ce qui veut dire que il y a quelque part dans notre code génétique, dans les archives du vivant, un endroit où la peste niche et tapis, où elle a changé notre code génétique. Et donc, du point de vue, effectivement, des survivants, il est très important, effectivement, de raconter l'histoire depuis celles et ceux qu'elle va frapper, qui vont survivre ou non. Mieux vaut qu'ils survivent, comme ça, ils pourront raconter. Donc, ça commence par l'histoire d'une femme à Marseille qui s'appelle Alaïseta Paola, dont le père, dont le mari, dont les sœurs sont morts en 1348, anno mortalitatis terribilis proxime decurso, et sur le document notarié, mortalitas
terribilis est écrit en surimposition de mots grattés, mais on ne lit rien derrière. Il n'y a rien derrière la mortalité. C'est ainsi que commence la peste dans la vie d'une femme. Alors on dira que le rôle de l'historien n'est pas de s'apitoyer, il serait de raconter ici l'arrivée de la peste à Marseille, puisque Monna Seita Paola, tout le monde autour d'elle, et elle est la survivante, meurt à partir de novembre-décembre 1348. La chronique de Saint-Victor date l'apparition effectivement de la peste à Marseille, qui serait effectivement la porte d'entrée de la peste en Europe, du 1er novembre 1347. On sait qu'elle ravage un mois plus tard Aix-en-Provence et qu'elle remonte ensuite le Rhône, et Marseille apparaît donc bien comme la porte d'entrée de l'épidémie dans le royaume de France, puis la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Et à partir de là, on peut faire des cartes. Là, c'est la carte de Benedictov. Ici, par exemple, c'est la carte de Holz en 1952. Donc, vous voyez l'imaginaire guerrier, hein, c'est-à-dire que c'est une blitzkrieg. Nous avons, à la manière des campagnes militaires, des noms de villes, des dates, des flèches, qui signifient la rapidité et la brutalité de l'invasion. D'autres vont la décrire comme un tsunami, et l'on représente alors littéralement l'Europe noyée par les vagues successives d'une onde pesteuse. Et si on y réfléchit 5 minutes, au fond, comment aujourd'hui on décrit l'épidémie, soit ça flambe, soit ça submerge. Mais il y a de toute façon ces deux imaginaires du feu et de l'eau qui, Antonin Artaud l'avait bien dit dans Le Théâtre et la peste en 1930, sont concurrents pour dire la tourmente épidémique. Cet imaginaire de la submersion qui rejoint celui du séisme avec son épicentre et ses répliques, vous noterez effectivement que ce qu'il y a de commun entre ces deux cartes, c'est qu'elles sont très eurocentrées. Celle qu'on a proposée avec Julien Loiseau en 2014, évidemment, bascule dans un monde qui est plus directement centré sur l'Eurasie, et on saisit alors l'histoire connectée des mondes de la peste qui suggère une toute autre image de cette itinérance meurtrière. Voilà là, mais c'est trop petit la représentation cartographique que j'en donne aujourd'hui, où on voit que la peste progresse de manière réticulaire sur les routes de l'ancien monde et révèle les lignes de force comme les zones de faiblesse. On va dire qu'elle est le révélateur de l'interconnexion des mondes médiévaux, et donc loin d'être une maladie archaïque, c'est une maladie de la modernité. Mais alors d'où venait-elle cette peste qui frappe Marseille en 1347 ? Le plus souvent on dit de navires génois infestés d'une maladie venue du Levant. Ce récit traditionnel de l'arrivée de la peste dans le port de Marseille a subi depuis le XXe siècle nombre d'amplifications narratives détaillant parfois de manière dramatique la coupable négligence des autorités portuaires face à l'arrivée de bateaux contaminés. Ce qui est en fait une contamination textuelle de la peste de Marseille de 1720. On ne peut pas tellement reprocher, enfin, c'est pas pour défendre les Marseillais, mais enfin les Marseillais du XIVe siècle, il n'y a pas de négligence coupable à faire entrer un navire génois qui s'avérera être contaminé par une maladie qui surgit à ce moment-là. Bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un témoignage tout à fait exceptionnel d'un musicien flamand de la chapelle du Pape, qui s'appelle Louis Sanctus de Beringen, qui est un ami de Pétrarque, un protégé du cardinal Colonna, et c'est lui d'ailleurs qui apprend à Pétrarque la mort de sa bien-aimée lors le 6 avril. Et Pétrarque, c'est très intéressant parce que Pétrarque, il fera de 1348
l'année de son malheur, c'est-à-dire un millésime. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, lui, il fait ce que la société ne fera pas. C'est-à-dire considérer la peste comme une nouvelle ère. Il dit en 1, en 2, en 3, d'après l'année de nos malheurs. Alors, c'est quoi cette histoire de navire génois qui arrive du Levant à Marseille? On reconnaît là l'importance du motif de l'import-export épidémique qui impose comme une évidence que la peste ne peut venir que d'ailleurs, que d'Orient et par voie maritime. En fait, dans la tradition historiographique, le récit de la peste de Marseille de 1348 semble, je l'ai dit, contaminé par celui de la peste de 1720. Et donc, il faut retrouver une scène originelle qui serait qui serait antérieure à ce moment-là. La voici. Nous sommes à Caffa, port fortifié de la péninsule de Crimée, en 1346. Donc on recule à la fois dans le temps et dans l'espace. Depuis 2 ans, les Génois résistent héroïquement au siège des troupes de Djaniberg, c'est-à-dire le grand Khan de la Horde d'Or. Mais celui-ci est frappé d'un mal mystérieux qui fait mourir les soldats en masse. Alors, défaits, les Mongols balancent au trébuchet leurs cadavres infectés par-dessus les murailles de la colonie génoise pour contaminer leur ennemi. Les habitants effrayés s'enfuient par bateau, transportant avec eux cette maladie terrible et inconnue. Cette histoire, que vous trouvez dans tous les récits de la peste, les petits, les grands, les savants, les populaires, d'où vient-elle? D'une source unique, indirecte, qui plus est très éloignée du théâtre des opérations, une chronique d'un notaire de Plaisance, Gabriel Desmoussy. On croit lire le relevé notarial d'événements dont il aurait été le témoin. Point du tout. Le mémoire de Mussy est une adresse apocalyptique au Dieu vengeur, le dialogue mystique d'un homme écrasé par le désastre et qui lui-même écrit à Plaisance par rapport à ce qu'il a entendu, reprenant toute la métaphore classique de la mort archère, jouant de l'imaginaire apocalyptique qui est associé aux Mongols depuis le XIIIe siècle. Malgré la grande fragilité textuelle, enfin de la base textuelle de cet événement, l'épisode inaugural du siège de Caffa s'est imposé dans l'historiographie contemporaine. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut reconnaître que si la peste commence là, c'est vraiment parfait, quoi. C'est une entrée en scène dramatiquement, théâtralement impeccable. Elle exprime toutes les hantises de l'imaginaire épidémique. La peste commencerait donc comme un acte de guerre, une sale guerre déclenchée par la vengeance désespérée des vaincus. Elle apparaît d'emblée archaïque, comme si une maladie nouvelle ne pouvait être causée que par les retombées du passé. Et d'un passé très ancien, puisque il y a un motif du récit épidémique qui est constant, c'est celui de la peste des Athéniens, qui n'est pas une peste, qui n'est une autre épidémie de Thucydide, qui lui-même, au fond, reprend des thèmes grecs très antiques. Après tout, c'est vieux comme Homère. On entre en guerre, comme on entre dans la maladie, comme on entre dans la poésie. Ne nous imaginons pas pour autant délivrés de ces archaïsmes. En voyant dans l'épisode de Caffa le premier acte de guerre bactériologique, les chercheurs contemporains expriment d'abord leur propre terreur liée au conflit moderne. Que l'on songe par exemple au souvenir sinistre de l'unité 731 de l'armée impériale japonaise en Mandchourie, qui avait été créée en 1932 pour tester des armes biologiques sur des prisonniers chinois que l'on torturait en leur inoculant le bacille de Yersinia pestis. Bacille qui est aujourd'hui, je le rappelle comme ça pour détendre l'atmosphère, l'agent pathogène le plus meurtrier pour l'homme et potentiellement vaporisable dans sa forme pulmonaire
par effectivement n'importe qui de mal intentionné. La peste est aujourd'hui un enjeu majeur de bioterrorisme. C'est dire pour ça que je peux vous raconter tout ça, c'est parce que ça inquiète, donc ça finance, donc ça produit de la science. C'est pas par amour du Moyen-Âge. Mais c'est effectivement parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui global de santé publique. Donc on ne peut pas seulement se contenter de récuser le témoignage de Gabriel de Mussy. On doit se poser la question de savoir quel indice nous livre la persistance mémorielle et historiographique de l'épisode. Ça n'a pas pu se passer comme ça pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que les cadavres sont pas contagieux. Les puces quittent le cadavre dès qu'il est froid et par conséquent, quand bien même les Mongols auraient pu penser empoisonner leur ennemi avec leur cadavre, c'est d'ailleurs très hypothétique quand on sait le soin que prenaient les Mongols à récupérer toutes les dépouilles de leurs combattants pour les ramener chez eux. Quand bien même ils auraient pu penser que c'était contagieux, c'était pas contagieux. Mais en revanche, je crois que la persistance mémorielle et historiographique de l'épisode de Kaffa nous dit le vrai d'une certaine manière. D'abord parce qu'il nous permet il attire l'attention, il nous fait regarder dans la bonne direction. La bonne direction, c'est la mer Noire, qui depuis la fin du XIIIe siècle est effectivement l'une des principales plaques tournantes dans l'interconnexion des mondes médiévaux. Parce que s'y croisent les routes maritimes qui mènent à Constantinople et à la Méditerranée, ces routes terrestres qui sont dominées par les maîtres de la distance, que sont ces hommes des steppes, la péninsule de Crimée étant le verrou de cette géopolitique marchande. On sait mieux ce qui s'est passé aujourd'hui. On sait que, en rembobinant le film des événements, on peut effectivement savoir d'où vient la mystérieuse maladie qui frappe les assiégeants de Kaffa. Exploitant des sources byzantines, russes et égyptiennes, une étude récente d'Anna Berker a mis au jour la présence d'une épidémie que l'on peut identifier comme pesteuse derrière Kaffa, derrière effectivement la mer d'Azov à Tana. Et Tana, effectivement, et là on est en 1345, on est dans l'arrière-pays de la peste, et donc à ce moment-là, les échanges entre le nord et le sud de la mer Noire sont intenses. Et cette nouvelle hypothèse ne consiste pas seulement à réévaluer le rôle des réseaux vénitiens de Tana dans la propagation de la peste, elle renverse en fait le catastrophisme apocalyptique de la vision du siège de Kaffa pour comprendre que l'épidémie n'est pas toujours fille de la guerre, mais de la paix, et qu'elle remonte les circuits des échanges et des alliances. Ça commence à être un peu satisfaisant pour l'esprit. 5 décembre de cette année, un article fracassant sort dans un journal scientifique prestigieux, tirant parti de nouvelles techniques d'analyse des cernes de croissance des arbres pyrénéens portant la trace d'un stress caractéristique d'une anomalie climatique, qu'on appelle les Blue Wings. Elle fait l'hypothèse qu'il y a eu des éruptions volcaniques qui auraient provoqué une chute brutale des températures en 1346 et qui provoquent un effondrement général des récoltes que l'on mesure aussi bien dans le Hedjaz qu'en Catalogne. Bon, ça on le savait déjà. On n'avait pas les Blue Wings, on n'avait peut-être pas les volcans, mais on sait que de toute façon, il y a une série de mauvaises récoltes, de famines, et qu'en 1346, c'est la perfect storm, de toute façon, il y a un contexte climatique désastreux qui n'explique pas la peste noire, mais qui en fait va l'accueillir, qui va créer les conditions économiques, environnementales, biologiques de l'affaiblissement des sociétés et surtout de la vulnérabilité des organismes humains.
Ce qui est plus important dans cette étude, c'est qu'elle montre en fait que devant la famine, devant la crainte de la famine, alors les grandes cités maritimes, Venise, Gênes, Pise, lèvent l'embargo et vont aller chercher le blé là où ils n'allaient pas la chercher, c'est-à-dire la mer d'Azov, et créent un corridor d'urgence pour éviter la famine. Ce qui explique pourquoi la peste arrive plus tôt à Pise, à Venise, qu'à Milan ou qu'à Rome, parce que à Milan, il y a un hinterland et on n'a pas besoin de ce blé qui, d'une certaine manière, où la peste arrive en Europe, alors qu'elle était plutôt contenue autour de la mer d'Azov, parce que une famine oblige, avec une politique admirable par ailleurs, les cités commerçantes italiennes à prendre des mesures d'urgence. Autrement dit, on précipite une catastrophe en croyant en prévenir une autre. La catastrophe, pour moi, c'était que cet article est paru le 5 décembre et que j'en étais entre les premières et les deuxièmes épreuves de mon livre et que j'ai demandé à mon éditeur, est-ce que ça vous embête si je rajoute un paragraphe? Elle a dit oui. J'ai dit, ça vous embête beaucoup? J'ai dit oui, beaucoup. Mais pas beaucoup, beaucoup. Elle a dit beaucoup. Elle dit, bon, ben alors dans ce cas-là, je le rajoute. Parce que, quand même, c'est effectivement, c'est satisfaisant quand même pour l'esprit d'avoir le coup d'après. La question, c'est savoir, le coup d'avant, pardon. La question, c'est savoir, peut-on encore remonter plus loin? Parce que là, maintenant, c'est bien. Là, on est en 1345. Un historien syrien, Ibn al-Wardi, mort de la peste à Alep en 1349, affirmait que la peste avait commencé dans le pays des ténèbres, soit bien plus à l'est des territoires tenus par la Horde d'Or, donc quelque part en Asie centrale. Transportons-nous autour du lac Issyk-Kul, dans le Kirghizistan actuel. Depuis le 19e siècle, les archéologues russes ont repéré un cimetière de chrétiens nestoriens qui témoigne d'une importante surmortalité en 1338-1339, là-bas, quand même. Bon. En 1338, apparemment, dans ces cimetières, tout le monde meurt, 10 ans avant la peste. Bon, plein de raisons de mourir. Il y a des stèles. Tiens, c'est plutôt pas mal. Des stèles qui disent, datent et nomment ces morts de 1338 du lac Issyk-Kul, qui désigne ce qui s'est passé d'un mot syriaque qui s'appelle Maotana, qui veut dire épidémie. Donc, depuis la fin du 19e siècle, on dit, ben oui, la peste de 1347, enfin peut-être avant 1346, peut-être avant 1345, mais il y a des gens qui meurent en 1338. Et ça ressemble. Ça ressemble dans le taux de mortalité, etc. C'est une hypothèse. Il y a 2 ans, les analyses d'ADN fossiles prélevées dans les restes osseux ont permis aux généticiens du Max Planck Institute d'y identifier le bacille de Yersinia pestis. C'est ce que les Américains appellent le smoking gun proof, c'est-à-dire le flingue qui fume encore. C'est, ou comme le disent les journalistes de la chronique judiciaire, l'ADN a parlé. Ce qui est assez intéressant, parce que ça veut dire effectivement que ça définit l'histoire comme une scène de crime. Et que la preuve ultime, c'est l'ADN. Alors, voilà effectivement le cimetière dont je parlais, et voilà
effectivement, et voilà la région du Kirghizistan. Là où ça devient quand même assez intéressant, c'est que dans le Kirghizistan actuel, on meurt toujours de la peste. Parce qu'il n'y a pas que les rats, il y a aussi les marmottes qui sont des réservoirs animaux. Et il y a beaucoup de marmottes ici, autour effectivement du lac Issyk-Kul, qui sont, on le sait, des réservoirs de la maladie, qui est d'abord une maladie des rongeurs. Le fait que la maladie puisse être causée par une autre transmission que la transmission rat-puce est une hypothèse qu'on a commencé à travailler dans les années 2000 en relisant les archives de la peste à Bombay en 1900, où les épidémiologistes indiens avaient remarqué qu'il y avait là des vitesses de propagation qui n'étaient pas du tout conformes au modèle standard. Alors, soit c'est parce que c'est une peste pulmonaire qui, elle, n'a pas besoin de transmission indirecte et vectorielle, qui peut être transmise par vaporisation, enfin, voilà, directe, donc transmission interhumaine, soit c'est autre chose. Mais cette autre chose, évidemment, c'est très probablement la géographie de l'ADN aujourd'hui, de la génomique des populations survivantes, qui permettrait de nous le faire comprendre. Les modes de transmission de Yersinia pestis font l'objet aujourd'hui d'études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir effectivement du tableau clinique actuel, mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Il faut comprendre effectivement que, ici on a la tentative de, c'est assez passionnant, de transposer une géographie génomique dans la géographie mondiale et de saisir où, d'une certaine manière, a eu lieu la mutation génétique qui a permis à l'agent pathogène d'acquérir sa virulence et son caractère très létal pour l'homme. Sachant que, je suis désolé, là encore, de faire subir à l'humanité une nouvelle humiliation anthropologique, mais la peste n'est pas une maladie humaine, c'est une maladie des rongeurs, et qu'il faut vraiment que tous les rats soient morts, ou les gerbilles, ou les marmottes, pour que la puce affamée décide, faute de mieux, de se lancer sur cette hôte de substitution qu'est l'homme, qu'elle ne goûte guère. La peste, enfin, on n'est pas son genre, quoi. Et c'est parce qu'on n'est pas son genre qu'on meurt tant. C'est parce que l'homme n'est pas adapté à cette maladie. Si vous vous mettez 5 minutes du point de vue de l'agent pathogène, son intérêt à lui, c'est pas de faire mourir tout le monde, c'est de devenir endémique. Le virus heureux, c'est la grippe. Avec effectivement un jeu du chat et la souris avec les vaccins, on mute, on est tranquillement effectivement chez les hôtes très largement, qu'on ne tue pas. C'est pas malin de tuer son hôte. Bon. La peste, ça se passe mal parce que effectivement il y a des accidents de transmission. Ce qui fait que au fond la vraie question c'est la question du saut d'espèce, c'est-à-dire du passage entre la zoonose et l'épidémie humaine.
on peut toujours essayer d'aller chercher où la peste aurait commencé encore avant, encore plus loin, en faisant confiance effectivement à des cartes génétiques qui nous orienteraient vers un arrière-pays oriental de la peste, mais tout cela reste toujours très hypothétique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a déterminé au fond qui était le tueur, l'agent pathogène, que l'affaire est entendue. Vous reconnaissez, j'ai bien vu que vous l'avez reconnu parmi les co-auteurs de cet article fameux, un scientifique, Didier Raoult, dont on a depuis appris à apprécier le sens de la nuance. Déjà à ce moment-là, et la capacité d'autocritique et de doute sur lui-même, il écrivait « Le problème de la peste est résolu. Nous savons que c'est Yersinia pestis, le problème est résolu, mais il y a justement une passionnante distance entre l'agent pathogène et le monde naturel qui l'affecte, entre le monde naturel et la capacité effectivement des sociétés humaines à s'en saisir, et la petite blague de Bruno Latour à partir de la de cette légende de Paris Match, Ramsès II est tombé malade 3000 ans après sa mort. Elle ne dit rien d'autre que l'imprécision de la langue dans laquelle on s'exprime, le français. Je suis désolé pour le collège belgique. Mais au fond, on n'a qu'un seul mot, maladie, pour désigner ce que l'anglais distingue entre disease, illness et sickness. Disease, c'est effectivement le fait que des hommes contractent des maladies qui affectent leur santé. S'ils l'interprètent en fonction de catégories médicales, nosologiques, ça devient illness. Et si cette illness est elle-même recodée dans un système culturel, c'est sickness. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les malades de la peste n'étaient pas des pestiférés au sens où on l'entend aujourd'hui. Comment conclure ? Ce qui est en jeu, au fond, vous l'avez compris, c'est la structure même du récit épidémique. Quand est-ce que la peste a commencé ? En 1989, Charles Rosenberg, historien du choléra dans l'Amérique du XIXe siècle, publiait un article fondamental intitulé en anglais « Qu'est-ce qu'une épidémie ? Le sida dans sa perspective historique ». Il disait « C'est toujours un drame en 3 actes. C'est toujours un arc narratif qui se déploie de manière inéluctable et surtout prévisible. Et cet arc narratif, c'est la peste de Marseille d'ailleurs de 1720, qui en produit le récit le plus connu et le plus stable. Acte 1, les morts s'accumulent et avec eux les signes que l'on pourrait fort bien interpréter, mais que l'on préfère ne pas voir. C'est le temps du déni. À Marseille, le pic épidémique se situe au mois d'août 1720. On compte alors 1000 morts par jour, mais personne, parmi les autorités municipales, ne lâche encore le mot de peste. On dit contagion, on dit maladie pestilentielle.
Ce qui arrive à Marseille est pourtant une maladie ancienne dont on connaît les symptômes, contre laquelle on croit savoir se prémunir en lui opposant des dispositifs de quarantaine et d'isolement. Mais le mot tarde à dire la chose. Acte 2. On ouvre les yeux. On cherche à comprendre ce qui se passe, ou plutôt ce qui s'est déjà passé. Parce que ça a toujours déjà commencé. C'est toujours la même histoire. Alors, effectivement, on raconte l'histoire de ce bateau qui arrive d'Asie, le Grand Saint-Antoine, ayant mouillé à Smyrne, qui entre dans le port de Marseille le 25 mai 1720, avec des malades à bord, qui doit rester en quarantaine dans les îles de Pomègue et Jard, au large de la cité, mais la cargaison est débarquée, et on apprendra plus tard que le premier échevin de la ville en possédait une partie. Autrement dit, il faut un scandale pour précipiter la prise de conscience de la communauté. La peste existe donc puisque les responsables ont failli à nous en protéger. Acte 3, enfin ils agissent. Vient le moment foucaldien des règlements de police, de la surveillance, du quadrillage. La ville devient ce corps écrit. Le médecin Jean-Baptiste Bertrand rédige une relation historique de la peste de Marseille en 1720, puisqu'on a besoin aussi d'histoire pour comprendre la façon dont on va se comporter. On va même aller chercher quelle était la première victime de l'épidémie, Marguerite d'Optane, tombée malade le 20 juin. C'est le fameux patient zéro. Terrible, terrifiante invention épidémiologique qui va encore malheureusement servir lors du sida, dont nous savons au fond qu'elle est absurde, qu'elle n'est efficace qu'à stigmatiser des populations minoritaires, mais d'une certaine manière, le récit épidémique, il s'impose à nous. Il a déjà toujours commencé avant nous. Les professionnels de la santé publique qui eurent en charge l'épidémie de Covid ont été formés sur le plan médical et politique par l'épidémie du sida. Mais ils ont peiné à se défaire de cette construction narrative d'un récit épidémique centré autour de cette notion du patient zéro, que l'on sait pourtant inopérante, et effectivement qui n'est rien d'autre que l'effet de cette dramaturgie. Et ce que disait Rosenberg, c'est que le problème de ce récit, c'est que acte 1, elle a commencé mais on ne le dit pas. Acte 2, quand on dit qu'elle a commencé, elle a déjà commencé. Acte 3, elle commence à terminer. Mais quand est-ce que ça se termine, une épidémie ? Pour l'OMS, jamais. Il n'y a pas une maladie infectieuse qui est déclarée totalement éradiquée. La peste n'a pas de début. Et quand elle commence, elle a déjà commencé. Voilà ce que je voulais dire. Mais la peste n'a pas non plus de fin. Un jour, quelqu'un décide de ne plus prononcer son nom. Alors on pense qu'elle est bien morte, mais ce n'est pas vrai. Et j'avais envie de terminer, vous voyez que j'avais encore beaucoup de choses à dire, par ce texte qu'on a, faute de mieux, pris comme refuge affectif et cognitif pendant le Covid, La peste de Camus. Pourquoi ? À mon avis, pour deux raisons. D'abord parce que on sait que dans le livre de Camus, qui correspond exactement à cet arc narratif dont j'ai parlé, d'abord, on ne dit pas le mot de peste, et puis ensuite, finalement, on le dit, etc. La peste est la peste. Et c'est plus que la peste. La peste est toujours la métaphore d'autre chose. D'une guerre, d'une domination, d'une injustice. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elle est, chez Camus, une guerre d'occupation. Une guerre d'occupation au double sens que c'est une partie du monde, un agent pathogène,
qui occupe notre corps, qui le traverse. Souvenez-vous, qui le traverse de part en part. Souvenez-vous de ces affiches au temps du sida. Le sida, il ne passera pas par moi. C'est ça, une épidémie, ça nous traverse. Une guerre d'occupation qui est aussi une guerre d'occupation du langage. On ne parle que de ça, interminablement, et on n'en dit rien. Et voilà effectivement comment se termine le roman. Il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà, je vous remercie de votre attention.